Et on vous accueille aujourd'hui sur le sujet de la facture électronique. Alors pourquoi? C'est très simple. La date approche, septembre 2026, septembre 2027, et parce que les enjeux sont assez forts, à la fois pour les entreprises et pour l'État. On reviendra sur ces notions tout à l'heure. Alors, je vous présente celui qui va m'accompagner pendant cette présentation, Samuel Couturier, expert comptable sur la zone La Rochelle, Luçon, Sable d'Olonne, au nord. Voilà. Bonjour à tous. Qui est notre référent sur la facture électronique chez nous. Et donc moi, Gauthier Boisseau, je suis expert comptable sur le bassin d'Arcachon et directeur général du groupe Eureka Pluriel. Pour se lancer, on va commencer par une petite question que vous allez tous pouvoir faire, assez simple, pour voir un petit peu où vous en êtes au niveau de la facture électronique. On se rappellera de ça, on fera une question proche à la fin, voir un peu si les informations qu'on vous a données ont pu vous éclairer sur le sujet. Alors, rapidement le sommaire de ce petit déjeuner. On va commencer par du contexte. Pourquoi cette réforme? Comment ça va fonctionner? Quels impacts pour vous, nos clients, donc les entreprises, et vous verrez aussi en partie les particuliers, dans une certaine mesure. Comment la réforme va-t-elle se mettre en place chez vous? Et comment on peut vous accompagner sur ce sujet? On finira par un temps de questions-réponses. Sur les questions-réponses, je vous invite à les conserver. On les fera plutôt vers la fin pour un souci d'enchaînement. On répondra aux questions d'ordre général à tout le monde. Et quand le direct sera terminé, étant donné qu'on a cet effet de distanciel, etc., si vous avez des questions plus précises, on se tiendra à votre disposition pour y répondre. Et sur les différents sites où est retransmis ce petit déjeuner, les collaborateurs et les experts comptables présents pourront répondre aussi sur place aux personnes présentes. Tout à fait. Alors, en termes d'organisation, on devrait intervenir environ 3/4 d'heure, c'est notre objectif. Et puis, comme je vous le dis, on passera aux questions collectives et individuelles si nécessaire. Alors, on y va. Samuel, je te passe la parole. Pourquoi cette réforme? Alors du coup, là, on rentre dans le vif du sujet. Alors cette réforme est impulsée par une directive européenne qui a pris son sens en 2024 vraiment suite à un Conseil européen. Globalement, dans ce contexte européen, on voit que un certain nombre de pays sont déjà en route. Le dernier en date, c'est la Belgique qui vient juste de démarrer sur électronique sur un format qui est à peu près similaire aux nôtres globalement. D'autres pays, notamment l'Italie, avaient été précurseurs puisque, on va le voir juste après, une des raisons quand même principales de cette facture électronique, c'est la fraude à la TVA, bien sûr. Donc en Italie, on avait un pays qui était un peu plus sujet à la fraude que certains autres. Donc du coup, ils ont démarré depuis un petit peu plus de temps. Et donc, nous, il faut qu'on y passe puisque l'objectif affiché, c'est qu'en 2035 maximum, tout le monde y soit passé. Donc, comme je vous le disais, plusieurs raisons pour cette facture électronique. La première, je viens de l'évoquer, c'est la lutte contre la fraude fiscale, notamment en matière de TVA. On a beaucoup de décalage, etc. Juste un petit chiffre, au niveau de l'État français, si on prend l'État français, le fait de passer à la facture électronique ferait rentrer des ressources en termes de TVA, des recettes beaucoup plus vite, parce qu'il y a des gens qui décalent la TVA, et puis après on a tout ce qui est fraude. Et donc globalement, ça c'est 30 milliards d'euros. Quand on sait qu'on cherchait 40 milliards, on a 30 milliards d'euros de recettes qui pourraient rentrer de manière assez instantanée sur l'effet passage à la facture électronique. Dans les autres éléments, bien sûr, c'est aussi renforcer la compétitivité des entreprises avec une diminution de la charge administrative. On en parle tous les jours, mais la simplification administrative, c'est le dada de l'État, mais on voit que ça a du mal à se mettre en place. Et enfin, les deux autres éléments, c'est améliorer les délais de paiement et accroître les capacités de pilotage en temps réel, bien sûr, avec la facture électronique. L'idée, c'est que ça s'améliore et qu'on puisse faire du retour en temps réel plus vite que ce qu'est le cas aujourd'hui. Alors, bien sûr, on va essayer de vous
expliquer également comment cette réforme va-t-elle fonctionner. Gauthier, je te repasse la main et je te laisse avancer. Donc, c'est quoi la facture électronique? Un document unique qui remplace les documents numérique qui remplace les documents traditionnels, la facture papier, la facture PDF, etc., qui est transmis de manière sécurisée entre un fournisseur et un client, automatise les process administratifs et assure la conformité fiscale. Donc le vocabulaire, les PA ou anciennement PDP, vous avez peut-être entendu ces termes, ça ce sont les plateformes agréées. Les plateformes agréées, très simplement, c'est l'interface numérique, alors une page internet ou un lien sur votre logiciel, etc., qui va vous permettre de recevoir vos factures et de les envoyer. C'est ça la plateforme agréée. RFE, c'est la réforme de la facture électronique. Et alors, e-invoicing, e-reporting, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. L'e-invoicing, c'est simplement le fait, c'est la transaction entre deux professionnels associés à la TVA. Et donc, on verra tout à l'heure à qui c'est envoyé comment. Et le e-reporting, c'est la transaction entre un professionnel et son client particulier ou entre un professionnel et une entreprise à l'international. Une facture PDF qu'on envoie par mail n'est pas une facture électronique, hein, clairement. Le type d'envoi, ça correspond aujourd'hui à ce qu'on fait nous, par exemple, quand on envoie une déclaration de TVA ou une IAS fiscale. Voilà. Au niveau de la chronologie de la réforme, donc initialement, elle était prévue au 1er juillet 2024. Bon, bien sûr, il y a eu quelques petits reports. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a deux grandes phases. 1er septembre 2026, donc il va venir très très vite, hein, puisque c'est dans quelques mois. Et puis le 1er septembre 2027. Hein. Donc le 1er septembre 2026, grosso modo, sont concernés par les deux obligations, c'est-à-dire envoi de facture et réception de facture, uniquement les grandes entreprises et les ETI. Les TPE-PME, qui est, on va dire, la majorité des entreprises en France, seront d'abord concernés par la réception. Okay, et ensuite, 1er septembre 2027, ils auront l'émission. Donc, la réforme battra son plein à partir du 1er septembre 2027. Alors, qui est concerné par la facture électronique? On va dire à peu près tout le monde, sauf les particuliers, d'accord, qui ne sont pas concernés. Les associations qui n'ont pas d'objet commercial, et puis les entreprises qui ne sont pas établies en France. Bien sûr. Ensuite, malgré cela, bien sûr, même, c'est ça qui est important, même un micro-entrepreneur, une micro-entreprise aujourd'hui va être concerné par la réforme. Vous allez me dire, ils ne facturent pas de TVA pour une partie des micro-entrepreneurs, pas tous. Hein. Ils ne facturent pas de TVA. Alors pourquoi est-ce qu'il va être concerné par la réforme? Il va être concerné par la réforme puisque, de base, il est assujetti, cette notion-là qui est importante, mais il n'est pas redevable. Par contre, donc du coup, ça veut dire qu'il est concerné par la réforme et notamment, surtout, sur la partie réception de facture. Donc lui, il va être concerné dès le 1er septembre 2026, comme une grande partie des entreprises, sur la partie réception. Et ensuite, il y aura la partie émission qui se mettra en route pour tous les redevables, enfin pour grande partie, hein, selon le calendrier qu'on a évoqué juste avant. Dans les petites particularités aussi, alors on va le voir juste après, peut-être, on pourra peut-être passer à la slide d'après pour qu'on ait un peu de cas pratiques. Typiquement, ceux qui se posent vraiment la question, c'est par exemple un médecin. Le médecin dit, aujourd'hui, moi, j'envoie déjà toutes mes données à la Sécu, pourquoi est-ce que je serais soumis à la réforme de la facture électronique, d'autant plus que je ne suis pas à TVA. Bon. Alors, ils ne vont pas être concernés, OK, au niveau de leur activité par la réforme de la facture électronique, sauf s'ils sont assujettis à la TVA parce qu'ils font des activités esthétiques, etc. Mais un médecin généraliste, par exemple, n'est pas soumis par l'émission, d'accord? Par contre, par la réception, il y est bien soumis. Donc, il est soumis à la facture électronique. Hein? Au même titre que les associations, bien sûr, à but non lucratif ne sont pas concernées. Par contre, on a des associations qui rentrent dans le champ de la TVA. Typiquement, mon client qui est une association de commerçants, on est complètement soumis à la TVA. Ils sont dans le champ d'application de la réforme. Et puis enfin, pour terminer, les SCI, qui sont souvent une question, elles, typiquement, vous avez une SCI avec un local dans lequel vous avez en bas un local commercial
et en haut, un petit studio que vous louez. D'accord? En fait, vous allez être soumis complètement à la réforme. Et quand je dis complètement, c'est d'en bas jusqu'en haut. Puisque le local commercial, si vous l'avez soumis à TVA, vous êtes dans le e-invoicing, c'est-à-dire que quand vous allez émettre des factures, il faudra que vous soyez dans la réforme. Vous allez être soumis, alors on fera le distinguo tout à l'heure un peu plus en détail, mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour le e-reporting, vous allez y être soumis, même si vous louez un non-assujetti, c'est-à-dire un particulier pour le studio. Et puis pour le e-reporting, bien sûr, puisque vu que vous êtes en location, vous êtes ce qu'on appelle sur la TVA sur les encaissements et pas sur les débits. D'accord? Donc du coup, vous êtes sur le e-reporting de paiement. OK? Donc globalement, c'est tout le monde, sauf de très rares exceptions. Alors, un schéma, ne prenez pas peur, ce schéma n'est pas si compliqué que ça. Je vais vous l'expliquer le plus simplement possible. Vous êtes un fournisseur et vous vendez quelque chose ou vous facturez un service. Donc, vous facturez à un acheteur, votre client. D'accord? Donc, vous allez faire une facture. Donc, maintenant, tout est électronique. Il va y avoir ce flux qui va être envoyé, à votre client. Ah oui, il est tactile. Ah oui, Qui va être envoyé à votre client. Au milieu de ça, en fait, c'est votre fameuse plateforme agréée qui va gérer ces envois. Donc, vous avez votre plateforme agréée, votre client, il a sa propre plateforme agréée. Comment votre plateforme agréée, elle sait la plateforme agréée qu'a choisi votre client? Elle le sait parce qu'il y a un annuaire des entreprises qui est en train d'être mis en place où toutes les entreprises vont s'inscrire sur cet annuaire et indiquer quelle est leur plateforme agréée. Moi, je suis chez Intel. OK? Et donc, c'est comme ça qu'elle va réussir à faire. Donc, la facture est envoyée et la facture est envoyée à l'administration fiscale également. C'est ça l'enjeu. C'est comme ça que l'État va pouvoir suivre ces enjeux de TVA, puisqu'en fait, toutes les factures qui vont être transmises par voie électronique seront envoyées à l'administration fiscale. Une nouvelle obligation va naître. C'est quelque chose... il va y avoir maintenant des statuts à la facture. Vous faites une facture, vous la déposez sur votre plateforme à créer. C'est le premier statut, vous l'avez déposé. Ensuite, la plateforme elle va mouliner pour vérifier que la facture est conforme. Potentiellement, la facture peut être rejetée avant d'être envoyée à votre client. Conforme, ça veut dire qu'il y a toutes les mentions obligatoires. Okay? Si elle est rejetée, il faut la refaire. Elle n'est pas envoyée encore à votre client. Elle est conforme, elle est envoyée à votre client. Le client peut la refuser, comme c'est déjà le cas aujourd'hui. Vous pouvez envoyer une facture et votre client la refuse. Il peut la refuser, lui, via sa plateforme, il va dire je refuse. Et après, au bout du bout, il y aura le paiement. Ça, ce sont 4 étapes obligatoires, 4 statuts de facture qu'il va falloir gérer de façon automatisée, semi-automatisée ou totalement manuelle. Ça, c'est vous qui verrez l'organisation que vous choisissez. Mais ce sera des statuts obligatoires et il pourrait y avoir d'autres statuts optionnels si, dans le cadre de votre organisation, vous avez besoin d'avoir plus de degrés de validation de facture, par exemple. Donc, ça, c'est vraiment une nouveauté puisqu'il y aura cette obligation de gestion des statuts. C'est ça. Alors, bien sûr, là, on était dans un monde parfait. En gros, je suis un client, j'ai livré à un autre client une palette de vin, voilà. Je lui ai facturé ma palette de vin, tout va bien. Il a accepté ma facture. C'est tout simple, voilà. Mais on sait très bien que dans les pratiques professionnelles, on a ce qu'on appelle des cas d'usage. C'est-à-dire qu'on a des modes de fonctionnement selon les activités qui peuvent être particulières. Typiquement, dans ce qu'on appelle les cas d'usage, il y en a aujourd'hui 42 qui sont répertoriés par l'administration fiscale. Il y en a certainement d'autres qui vont arriver d'ici là, parce que peut-être que dans certaines activités, quand ça va se mettre en route, ça va s'accélérer. Dans les 42 cas d'usage, on a notamment un cas qui est assez fréquent, c'est les factures d'acompte. On a le bâtiment qui couvre pas mal de cas d'usage, entre les factures à situation, les factures d'acompte. Dans le bâtiment, on peut avoir aussi ce qui est noté, c'est de la facturage,
de la sous-traitance. Enfin, voilà. Tout ça, c'est des cas d'usage. Donc ça, c'est un cas particulier, c'est-à-dire comment je traite ma facture d'acompte et comment après elle se traite une fois que j'ai fait ma facture définitive. Donc ça, c'est un premier cas d'usage. Dans les cas d'usage, vous avez également, par exemple, les notes de frais qui sont assez fréquentes. C'est mon collaborateur qui prend des factures et c'est l'entreprise qui les règle. Comment je gère ce cas d'usage? Et puis après, dans les cas d'usage, il y en a de nombreux. Donc là, on a noté la multicommande, la facturage. Il y a également ce qu'on appelle l'autofacturation qui existe dans certains secteurs. Donc voilà, des cas d'usage, il y en a 42 aujourd'hui. Donc en fait, ça, c'est important de les identifier dans votre structure parce qu'elles vont avoir un impact sur la manière dont vous allez appliquer la réforme. Justement, au niveau des impacts. Alors, quels vont être les impacts pour vous, justement? Alors, il y a deux sujets dans les impacts. Il y a le système d'information, les outils et les process qu'on met autour de ces outils numériques. Et il y a les équipes, les personnes qui vont traiter ce sujet-là. Alors, dans les évolutions au niveau des systèmes d'information, il y a plusieurs sujets. Nécessite d'interfacer l'outil de la facturation avec une plateforme agréée, donc vérifier que son outil il est bien en lien avec une plateforme agréée, que le lien se fait bien. On a parlé de la gestion des statuts de facture, ça c'est un nouveau sujet. On a parlé aussi de l'impact sur vos autres outils métiers. Vous avez peut-être des ERP, des CRM, des outils de gestion commerciaux, peut-être des outils maison pour certaines choses. Comment ils vont se lier à cette plateforme agréée? Est-ce que ça va être manuellement? Est-ce que vous allez extraire un fichier? Est-ce que vous allez avoir un lien direct qui va se faire et puis ça va être super fluide? Voilà. Et donc, le risque en fait de tout ça, c'est de multiplier les outils et de perdre du temps, clairement. L'autre sujet, c'est les équipes qui vont traiter ça. Hein, c'est voir avec elles qu'est-ce qu'elles font dans cette nouvelle organisation, parce que pour certains, ça va être une évolution marginale. Pour d'autres, il va y avoir vraiment un changement de process à mettre en place. Donc, qui fait quoi? Qui émet, qui valide, qui corrige, qui gère un rejet, etc. On parle ici de décloisonnement des fonctions parce que justement, il va falloir revoir un peu qui fait quoi. Donc, peut-être que certains qui étaient focus facturation, mais ils feront un petit bout de ce qui avant était plutôt au niveau des comptables. La montée en compétences, il faudra former ces gens sur ces sujets-là pour qu'ils soient efficients. Et après, charge projet significative en amont des échéances, ça c'est tout simplement dire que il faut consacrer un peu de temps avant cette réforme, juste pour s'assurer que déjà qu'on est bien, et si on n'est pas bien, pour mettre en place le process nécessaire pour que ça se déroule de la façon la plus fluide possible. Alors, du coup, au niveau de l'évolution des process, il y a plusieurs process à revoir, sur lesquels il faut réfléchir. Le process de facturation client, comme je vous dis, il y a maintenant beaucoup d'informations obligatoires, etc. Il y a donc des contrôles en amont stricts si on ne veut pas que sa facture soit rejetée. C'est nécessaire. Sinon, on émet des factures incorrectes, on n'est jamais payé, hein, le client ne la reçoit pas. C'est simple. Au niveau du process fournisseur, mais maintenant les factures elles seront reçues principalement par la plateforme agréée. Il y aura encore quelques cas particuliers, mais globalement, toutes celles qu'on a vues qui sont émises par un professionnel, elles arrivent sur cette plateforme. Comment on les traite? Disparition progressive des factures papier, des emails. Ça, c'est pas une mauvaise nouvelle. Hein. Aujourd'hui, on a quand même des canaux multiples de réception des factures. On en reçoit dans la boîte aux lettres, on en reçoit par mail, on en reçoit sur un espace qu'il faut aller chercher en ligne, etc. Aujourd'hui, c'est pour arriver à rassembler ces factures, c'est un gros job des fois, administratif. Bon, demain, sur une grande partie des factures, elles seront fléchées, quand tout fonctionnera bien, vers cette plateforme agréée. Donc ça, normalement, quand on parlait tout à l'heure de simplifier la gestion administrative, c'est de ça notamment qu'on parlait. Formalisation des workflows de validation. Alors ça, en français, hein, c'est le workflow, c'est le circuit de validation, le process. Donc, ce n'est pas une nouveauté en soi. Aujourd'hui, les entreprises ont l'obligation de formaliser ce qu'on appelle la piste d'audit fiable. Alors, la piste d'audit fiable, c'est d'avoir écrit le processus dans son entreprise de comment ça se passe entre
mon client arrive jusqu'à la facturation finale, comment je m'assure que la facturation finale que je fais, elle est bonne, elle est juste par rapport à ce que j'ai vendu à mon client, par rapport au devis que je lui ai fait, par rapport à la réalisation qui a été effectuée, etc. Et par rapport à tous les intervenants qui sont arrivés sur tout ce process, et même jusqu'au recouvrement de la créance d'ailleurs. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la piste d'audit fiable. C'est une obligation que les entreprises ont depuis longtemps, et notamment en cas de contrôle fiscal, c'est ce qu'un contrôleur peut demander. Comment ça fonctionne chez vous? C'est quoi votre piste d'audit fiable? Bon, et là, dans ce cadre-là, ce sera intéressant pour ceux qui ont déjà fait cette démarche de se reposer dessus pour l'ajuster, et pour ceux qui ne l'ont pas faite, peut-être d'en profiter pour la formaliser. Et après traçabilité obligatoire des actions, aujourd'hui, enfin demain, à l'APA, quand vous faites une facture, il y a une date, c'est un système informatique, il y a une date, un moment, etc. La facture qu'on repositionne au mois de février 2025 parce que ça nous arrange. Bon, pour ceux qui avaient déjà des logiciels certifiés, ce n'était pas faisable. Pour tous les autres, ça va être terminé. Alors, comment la réforme va-t-elle se mettre en place? Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, déjà, il faut commencer par un audit, un diagnostic, d'accord? Aujourd'hui, l'idée, c'est de faire un audit préalable pour déjà, comme on l'a vu juste un petit peu avant, cartographier vos flux. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais comme facture, quel type de facture je fais et comment je les fais. Typiquement, on a des clients qui font des factures sur des outils, sur un type d'outil par exemple, parce qu'ils ont des clients particuliers pour ça. Ils ont des clients qui viennent en magasin, ils ont des caisses. Voilà. Donc, il faut bien cartographier l'ensemble de vos flux, à la fois pour les factures émises, mais également pour les factures reçues. Okay, juste une petite aparté, on a parlé de plateforme agréée. Aujourd'hui, il n'y a rien qui interdit d'avoir plusieurs plateformes agréées. Hein, on pourrait très bien imaginer avoir une plateforme agréée pour l'émission des factures et une plateforme agréée pour la réception des factures. Okay, ensuite, il faut analyser, bien sûr, les procédures et le process aujourd'hui de votre système de facturation, hein, avec, bien sûr, de la validation, enfin de la création jusqu'à l'archivage, puisque on n'en a pas trop parlé là, mais l'archivage va devenir un élément important. Et enfin, identifier vos cas d'usage. Je l'ai dit tout à l'heure, ça c'est hyper important parce que ça va certainement derrière générer, c'est ça qui va certainement vous orienter vers une plateforme agréée ou une autre, ou peut-être vous dire, faut que je me remette en question, il faut peut-être que je change mon outil déjà de facturation. Hein, donc ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément qui est justement en lien avec la cartographie de vos process, c'est la piste d'audit fiable. Donc, Gauthier l'a dit, normalement, aujourd'hui, enfin, c'est pas normalement, aujourd'hui, c'est obligatoire. Chaque entreprise doit avoir défini sa piste d'audit fiable, puisqu'en cas de contrôle fiscal, c'est un élément que peut vous demander l'administration, sur lequel vous pouvez être sanctionné si ce n'est pas fait. Donc, au niveau du schéma, Gauthier l'a déjà expliqué, hein, on cartographie l'ensemble des flux, on associe chaque flux aux obligations réglementaires, on recense tous les contrôles de sécurité à mettre en œuvre. Et enfin, à la fin, l'idée, c'est de rédiger une documentation pour que lorsqu'on a un contrôle fiscal, on remonte cette documentation au contrôleur fiscal en disant « voilà ma piste de fiscal ». Ben oui. C'est ça qui doit l'éviter. Alors, toujours sur cette notion de mise en place, qu'est-ce qu'on fait préalablement au choix et à la mise en place de cette plateforme agréée? Ça va être l'objet des 2 prochaines slides. On évalue ces systèmes actuels. Bon, mes outils, est-ce qu'il y a déjà une solution de plateforme agréée liée à mon outil? Est-ce qu'il va falloir que je fasse une mise à jour? Est-ce qu'il va falloir que j'achète une extension de l'outil? Est-ce que l'outil que j'ai, parce que je l'aime bien, je voudrais le conserver, est-ce que lui va être adapté? Est-ce que s'il n'est pas adapté, est-ce qu'il a prévu d'être en lien avec certaines plateformes agréées peut-être déjà? Il a peut-être signé des partenariats, etc. Donc, c'est déjà voir dans l'environnement que j'ai aujourd'hui, que je n'ai pas forcément envie de révolutionner peut-être, ou au contraire, c'est l'occasion de le faire, mais et comment ces outils-là vont pouvoir s'imbriquer dans ce système-là. Et après, il y a un sujet qui est important, fiabiliser les données tiers. Avec la facture électronique, il y a
et notamment depuis le début de l'année, de nouvelles mentions obligatoires sur les factures à indiquer. Il y en a tout un tas, je ne sais plus combien c'est, 34. 34. Voilà. Ça veut dire que s'il manque une de ces informations, la facture est rejetée. Donc ça veut dire que quand vous facturez votre client, vous devez vous assurer d'avoir toutes ces informations. Ça veut dire que dans votre base de données client, il faut que vous vous assuriez d'avoir collecté toutes ces informations en amont pour ne pas perdre du temps au moment de faire la facture. Donc, c'est le moment aussi de regarder quelles sont les informations que vous avez. Est-ce qu'elles sont suffisantes pour qu'il n'y ait pas de problème au moment des factures? Qu'est-ce qu'il faudrait peut-être faire évoluer pour vous assurer qu'après, il n'y aura pas de problématique de facture, que vous n'allez pas vous retrouver avec des rejets massifs que vous réglerez, mais qui sont des problématiques à gérer et qui sont plus simples si on les a anticipées. Donc, comment on choisit sa plateforme agréée? On vous invite bien évidemment à nous questionner sur le sujet. Ça, c'est évidemment le premier point. Mais au-delà de ça, il y a un certain nombre d'éléments de base déjà qu'on peut vous donner. C'est s'assurer que la plateforme agréée qu'on est en train de regarder, qui nous intéresse, elle est officiellement immatriculée à la DGFiP. Il y en a 101 aujourd'hui. 101 aujourd'hui. Voilà. Ça semble évident, mais ça, c'est évidemment primordial. L'intégration technique, comment ça s'intègre dans mes outils à moi, comment ça se lie. Les services proposés, parce qu'en fait, toutes ces plateformes agréées sont des plateformes privées. D'accord? Ce n'est pas une plateforme d'État qui gère ça. Donc, elles vont toutes recevoir et permettre de recevoir et d'émettre vos factures, c'est leur fonctionnalité de base, mais elles vont aussi proposer plein de services autour de ça qui vont être un logiciel de facturation, permettre les paiements, permettre les relances clients, enfin, toutes les prestats qu'ils vont pouvoir vous proposer de façon la plus large possible. Donc, bien sûr, ça fera partie des critères de choix pour votre plateforme agréée. Si vous avez besoin de quelque chose de très simple, pas besoin de prendre quelque chose avec beaucoup d'options. Au contraire, si vous avez certaines particularités ou certains souhaits, ça pourra peut-être vous faciliter la vie sur certains sujets. Le modèle tarifaire, bien évidemment, c'est important. Comment vous allez être facturé de ça et combien? Est-ce que ça va être au nombre d'utilisateurs? Est-ce que ça va être un achat de licence? Est-ce que ça va être au volume de factures que vous allez envoyer, émettre, recevoir? Combien ça va vous coûter? Évidemment que ça, ce sera un critère de choix. Et puis après, l'archivage à valeur probante. Les factures, c'est d'ores et déjà le cas, que vous recevez sous format dématérialisé, en facture électronique, vous devez les conserver en format électronique. Et donc, vous avez des obligations de conservation et d'archivage, comme vous les aviez auparavant, en papier, dans des boîtes à archives pour une certaine durée. Là, maintenant, ce sera électronique et donc, il y a une norme pour ça et donc, il faudra que votre plateforme agréée remplisse cette norme. Sinon, ça veut dire qu'il faudra un autre outil pour archiver vos factures, etc. etc. Je reviens juste sur un petit point par rapport à l'intégration technique. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Gauthier tout à l'heure a présenté le schéma avec en gros l'administration fiscale, l'acheteur, l'acheteur et le vendeur. Okay, la seule obligation qu'il y a aujourd'hui, technique, c'est la communication entre les plateformes agréées et vers l'État. D'accord? Ce qu'il y a avant, c'est-à-dire votre solution de facturation, si jamais elle n'est pas payée réellement, plateforme agréée, il n'y a pas d'obligation que la plateforme agréée communique avec cette solution de facturation. Il y a 101 plateformes agréées et le nombre de logiciels de facturation, je ne sais pas combien il y en a, clairement, mais c'est démultiplié. Donc, en fait, toutes les plateformes agréées ne vont pas communiquer de manière naturelle, techniquement, avec tous les logiciels de facturation. D'accord? Donc, ça, c'est un élément assez important. Il faut bien en avoir conscience. Si ça ne communique pas, ça va rajouter de la tâche administrative, des transferts de données, etc. Avec, bien sûr, tous les risques d'erreur qui vont bien avec. Donc ça, c'est un point important. Et je précise également que pour ceux qui travaillent avec l'administration fiscale, enfin avec l'administration au sens large, pardon, Chorus Pro va continuer à exister. Ce sera l'APA de l'État, en gros. Voilà. Alors, comment allons-nous vous accompagner? Eh bien, chez RK, on a vu que, bien sûr, cette réforme
Alors, certains peuvent la prendre comme on va dire que c'est une obligation légale, mais ce qu'il faut, c'est essayer de la transformer en opportunité. Pourquoi? Parce que ça va accélérer la digitalisation, pardon, dans vos entreprises. Ça va aussi améliorer et simplifier les tâches administratives. Ça va sécuriser vos données. On l'a vu, il y a un circuit de validation. Hein, ça évitera toute problématique au niveau des factures. On entend régulièrement des arnaques au président. On entend le comptable émettait des fausses factures, etc. Donc ça va sécuriser ce genre de choses. Bien sûr, vous aurez un meilleur suivi de vos achats. Vous aurez également, on pense, des gains de productivité et ça va améliorer vos process au sens large. OK ? Alors nous, bien sûr, on est votre interlocuteur privilégié puisqu'on est votre expert comptable. Donc, on connaît déjà vos process, même si peut-être qu'il y a des choses dont on n'a pas, dans l'entreprise, on ne maîtrise pas forcément, puisque la partie facturation, bien sûr, ce n'est pas nous qui la gérons. Quelques clients pour lesquels on les fait, mais ça reste quand même à la marge, parce qu'on a un service pour ça. Par contre, bien sûr, on est l'interlocuteur. Enfin, nous, c'est ce qu'on estime être l'interlocuteur naturel pour vous accompagner dans la réforme, à la fois dans la réalisation de l'audit, des audits, qui derrière va vous permettre de choisir la bonne plateforme agréée ou les plateformes agréées, comme je vous ai dit tout à l'heure, et bien sûr, s'il y a besoin également, de vous aider dans l'assistance, enfin de vous aider dans l'évolution de vos process. S'il faut réorganiser la fonction comptable, s'il faut réorganiser la fonction facturation, enfin voilà, on est là pour ça. Ok ? Alors, on va vous refaire un peu jouer. On va reprendre un peu la température en espérant qu'on a été assez clair et voir si, bien sûr, vous vous sentez un peu éclairci sur la réforme ou pas du tout. On a une majorité sur mieux informé mais toujours encore flou et je commence à y voir clair, il faut que je m'y mette. Il y en a certains qui sont prêts à passer à l'action, c'est très bien. C'est pas étonnant que sur une présentation de 31-35 minutes, on n'ait pas réussi à tout faire éclaircir parfaitement clair. Il faut après, de toute façon, mettre les mains dedans pour se rendre compte plus précisément. Et il y a une deuxième question. Allez. Et donc, du coup, l'idée, c'est de vous demander si vous pensez faire appel à RK pour vous accompagner justement dans cette mise en place. On a vu qu'il y avait quand même un certain nombre qui étaient encore dans le flou et d'autres qui commençaient à y voir un peu plus clair. Ce qu'il faut avoir en tête dans cet environnement, donc des plateformes agréées, de la réforme de la facture électronique, c'est qu'il va y avoir des acteurs généralistes, des acteurs qui seront plus spécialisés métiers, des plateformes par exemple qui seront plus spécialisées métiers. Il va y avoir un panel assez large et donc des solutions qui seront assez différentes en fonction de chaque entrepreneur et en fonction de chaque société. Ok, typiquement au niveau des plateformes, par exemple, il y a un secteur qui est la pharmacie. Ils avaient déjà un outil qui était assez avancé sur la réception des factures qui s'appelle DigiPharma. Il y a une plateforme qui est spécialisée pharmacie. Cette plateforme, elle ne fera rien d'autre. Elle ne fera que de la pharmacie. Typiquement, les pharmaciens ils vont certainement s'orienter vers cette plateforme. Oui. Mais ça n'empêche que... Il n'y a pas ça sur tous les secteurs du tout. Et voilà, c'est... Bon, écoutez, merci de votre confiance. On a du travail en vue pour vous accompagner. C'était bien. Est-ce que vous avez quelques questions? Alors, concernant les devis, ils passeront toujours par mail et on n'aura pas de passage par la plateforme. Alors, le devis, il sera géré par le module de facturation. Et c'est lui qui sera en lien ou pas avec votre plateforme agréée. C'est-à-dire que vous allez avoir votre outil de facturation, vous faites vos devis, vos factures, etc. Et soit dans cet outil, il y aura déjà l'option plateforme agréée, soit ce sera un autre endroit que vous aurez cette plateforme agréée. Donc, en fait, vos devis, vous allez les gérer sensiblement comme vous le faites aujourd'hui. Il n'y a pas de notion de validation, etc. Tout ça, c'est vraiment que la facture. C'est uniquement la facture qui est concernée. Et l'envoi du devis se fera comme maintenant. Oui, l'envoi du devis se fera comme maintenant, tout à fait. Je me posais aussi une question sur le statut de la facture qui sera réceptionnée par le client. À quel moment on peut ne pas l'approuver et pour quel motif? Alors, à quel moment il peut approuver, quand le client reçoit la facture, à quel moment il peut approuver ou pas la facture, le rejeter, le délai, etc. Alors,
En fait, lui, vous avez vu le circuit de validation qu'on a montré tout à l'heure, d'accord, sur le statut de la facture. Donc, lui, il va la recevoir dans sa plateforme agréée et c'est à ce moment-là qu'il va dire s'il la rejette ou s'il accepte, il l'approuve, d'accord. S'il la rejette, il y aura des motifs pour rejet. Litige technique, je ne suis pas d'accord avec la facture, il ne pourra pas rejeter une facture parce qu'il n'a pas envie de payer, d'accord. C'est soit un litige technique, soit le prix n'est pas conforme. Litige technique, par exemple, j'en ai commandé 3 et on m'en facture 4. Le prix n'est pas conforme par rapport au devis. Voilà, les raisons vont être des raisons qui sont liées à la facture qui n'est pas conforme. Après, la question, c'est est-ce que le litige sera géré via la plateforme globalement? Pas du tout. Là, on est vraiment dans un système informatique de je rejette, j'accepte, etc. S'il y a une problématique, ce sera comme avant. Il faudra appeler, gérer le sujet, etc. Ce ne sera pas la plateforme. Par contre, à partir du moment où il aura rejeté, certainement qu'il faudra la réémettre, faire un avoir, la réémettre, etc. Mais la plateforme, elle ne sera pas là pour gérer la relation commerciale. C'est vraiment très binaire. Et s'il la rejette, alors c'est vrai que ça peut faire peur, cette notion de rejet. On verra comment ça se passe. Mais dans le principe, c'est déjà le cas aujourd'hui. Si le client ne vous paie pas parce qu'il n'est pas d'accord, alors soit il vous a envoyé un mail pour vous le dire, soit même il ne dit rien, il a mis sur ce côté, il attend que vous réagissiez. Donc ça ne change pas fondamentalement le sujet, même si c'est quand même une nouveauté qu'il va falloir intégrer. Là, on verra un peu comment ça se passe. Ouais. Voilà, quand il y a des erreurs ou des avoirs à faire, est-ce qu'on passe par la plateforme pour gérer tous ces sujets? Oui, à partir du… Tout à fait. Oui, tout à fait. À partir du moment… C'est comme un logiciel, votre logiciel de facturation agréé dont vous disposez déjà, vous contraint à ça. Vous contraint déjà à ça et ce sera pareil sur la plateforme. À partir du moment où vous émettez quelque chose en facture, vous vous êtes trompé, il y a un avoir à faire, ou même vous êtes trompé vous-même, vous n'avez même pas encore envoyé la facture, mais vous l'avez déjà gêné trop tard. Oui. C'est validé. À ce moment-là, moi, si je me trompe, je fais un avoir en interne, je ne l'envoie pas, j'envoie que la facture. Voilà. Au client final, je ne l'envoie pas. Il faudra voir en fait, ça fait vous devrez envoyer les flux parce qu'il y aura la notion d'archivage et comme vous disiez tout à l'heure, il y a un numéro de facturation. Donc, on aura la même chose avec la notion d'archivage, on aura un eurodatage. Donc, il faudra de toute façon envoyer tous les flux. Voilà. Mais vous aurez pu communiquer avec votre client avant, en disant bon, voilà, je me suis trompé la facture et tout, je l'ai fait l'avoir aussitôt. C'est la deuxième facture qui va être bonne, tu l'approuves. Voilà. Donc là, c'est le cas d'un artisan, d'une société du bâtiment qui va chez son fournisseur et qui paye comptant au comptoir et qui récupère sa marchandise. Ce sera le même principe. De toute façon, vous serez identifié, d'accord, sur un annuaire avec un numéro, ok, en gros un numéro de sirène comme vous avez aujourd'hui, vous voyez, qui est l'identification de votre entreprise ou de votre société. Donc, de toute façon, quand vous allez aller chez votre fournisseur, il va, lui, vous facturer, il va vous identifier grâce à ce numéro, d'accord? Donc, de toute façon, vous aurez une facture électronique qui partira sur votre plateforme et ce sera à vous, après, de l'approuver et de pouvoir la payer. Si vous voulez payer comptant, les outils, et notamment la plateforme, vous aurez des modes smartphone où vous pourrez les valider. Donc, il n'y aura pas de problématique de ce côté-là. Mais lui, il va quand même me donner une facture de ce que j'ai pris. Par contre, il aura une deuxième facture qui sera sur le… si vous voulez toujours une facture papier, je pense qu'il y en a qui en émettront toujours. Ce qu'il va vous donner, c'est une copie. Mais la facture, la vraie, c'est celle qui arrivera sur votre plateforme. Voilà. Un petit peu la même question. Pour les péages, le carburant… Pour les péages, le carburant, comment ça se passe? Comment ça va se passer? Alors là, c'est les tickets. Ces fameux cas d'usage, les notes de frais, etc. Donc là, ces éléments-là, vous allez du coup les mettre quand même sur une plateforme. C'est vous qui scannerez et qui mettrez sur la plateforme. D'accord? Ce n'est pas la société de péage qui va vous demander votre numéro quand vous arrivez au péage. Enfin, vous imaginez le truc. Avec la carte bleue, ça exactement. Oui. Avec la carte bleue de la société. Et ça passera avec la carte bleue. Vous paierez avec la carte bleue de la société. Mais le ticket, le cheminement du ticket, c'est que vous le scannerez, tous les petits tickets, ça fonctionnera encore comme ça. Vous les scannerez et vous les mettrez dans votre plateforme. Après, vous avez peut-être une idée de service additionnel pour une plateforme agréée qui aurait l'idée de faire ça, de proposer ce lien qui serait vraiment très utile, je pense.
C'est pas ça. Oui, il y a des plateformes qui vont proposer, comme disait Gauthier, des services additionnels, peut-être des comptes bancaires, les notions de paiement, enfin voilà. Est-ce qu'on a des... J'aurais une autre question, parce que moi je fais les frais kilométriques, puisque c'est mon véhicule personnel pour les déplacements. Comment je fais aussi? C'est pareil, il faut que je fasse une facture pour me faire rembourser. Pour les indemnités kilométriques, comment ça se passe? Non, ça ne va pas évoluer, parce que ce n'est pas une facture au sens… Vous êtes enfin, dans le cas de faites des frais… Non, il n'y aura pas de facture à réaliser. En fait, on va rentrer un peu dans le cadre de ce qu'on disait, les cas d'usage. Ça va rentrer dans le cadre des notes de frais. D'accord? Ou qui vont être plus formalisées qu'elles l'étaient avant. Et donc, les plateformes agréées vont proposer justement des petits modules intégrés pour que vous puissiez le gérer. Okay. Hein? Mais attention, ce n'est pas une obligation pour les plateformes de le gérer. Hein. Ce que je vous propose, c'est qu'on va répondre à votre dernière question. Après, on va couper le direct pour permettre après sur les agences de poser aussi des questions et qu'ils puissent… On n'avait pas de questions dans le chat qui était un peu d'ordre général. Parce que là, on avait dit il est quelle heure? Non, on est encore dans le timing. Concernant la TVA à taux réduit, oui. Est-ce qu'il y aura des mentions nouvelles pour passer, pour que les factures passent sur la plateforme, sur les mentions de TVA à taux réduit? Alors, les obligations de formalisme, en gros, celles qui sont en place depuis le 1er janvier 2026, depuis 2026, c'est déjà celles qui seront effectives au moment de la facture électronique. Vous avez déjà l'obligation de mettre le nom de l'article ou par exemple TVA auto-liquidée quand vous êtes dans le bâtiment, etc. Vous avez déjà ces mentions obligatoires et ça, c'est votre logiciel de facturation qui le gère. Voilà. Vous parlez certainement d'un TVA auto-réduit dans le bâtiment, oui. C'est ça que vous évoquez. Maintenant, la mention est sur la facture. Voilà. Donc ça va s'intégrer sur la facture. Ce sera dans les cas d'usage notamment. Si on ne fait rien du tout, oui. Pour des sanctions, par exemple. Oui. 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 Donc, si on fait l'autruche, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Si on fait rien, qu'est-ce qui se passe? On est au 1er septembre 2027, on n'a rien fait. Qu'est-ce qui se passe? Déjà, vous ne pourrez pas envoyer vos factures, donc vous ne pourrez pas vous faire payer, puisque votre client ne les recevra pas. Hein. Donc ça, c'est déjà la sanction par le paiement. Et ensuite, il y a des sanctions, pécuniaires, selon ce que vous n'avez pas respecté. Si c'est du e-voicing, vous avez des sanctions pécuniaires de mémoire de 50 € par facture que vous n'aurez pas émis via les plateformes électroniques. Ça peut vite monter. Hein. Les histoires de e-reporting qu'on a vu tout à l'heure et de données de transaction, si vous ne les déclarez pas de mémoire, les e-reporting, je crois que c'est 500 € par données non reportées, avec une limite de 15 000 € dans l'année. Enfin, on va tomber sur des sanctions qui peuvent être lourdes. Alors, ils vont peut-être être, on va dire, conciliants, mais ça, j'en suis pas sûr, parce que pour l'instant, ce n'est pas du tout le cas. Ils ont l'air de dire que, justement, ils mettent des sanctions. À l'origine, en 2024, il n'y avait aucune sanction. C'est-à-dire que vous ne passiez pas la réforme, on ne savait pas ce qui se passait. Là, pour celles qui arrivent, il y a des sanctions. Donc, à mon avis, ils les appliqueront. Surtout qu'on est quand même dans une période, on le voit tous, où l'État cherche de l'argent. Donc, il n'y aura pas le choix, il faudra y passer. Oui, donc LMNP, auto-entrepreneur, est-ce qu'on est concerné? Bah oui, on l'a vu tout à l'heure, on a essayé de l'expliquer de manière assez claire, comme les SCI, on est concerné par la réforme. Tout à fait. Bon, merci à tous de votre attention. On va se tenir disponible pour les questions que vous avez ici et sur les différents sites. Merci beaucoup à tous.